Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Mon départ pour le Japon était prévu dans l'après-midi du lundi 14 mars 2011, soit 3 jours après une catastrophe sans précédent, aujourd'hui connue sous le nom de Grand tremblement de terre du Japon de l'Est, Higashi Nihon Daishinsai Dongri Benda Genzei. Grâce aux infrastructures parasismiques, le tremblement de terre d'une magnitude de 9.0 sur l'échelle de Richter n'a produit que des dégâts limités. En revanche, le tsunami consécutif provoqua plus de 18,000 morts et disparus, et l'accident à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans les suites de ces catastrophes naturelles a été classé au niveau 7, le niveau le plus élevé de l'échelle internationale des événements nucléaires. J'ai vécu dans une grande inquiétude la période qui se situe entre l'après-midi du vendredi 11 mars et la matinée du lundi 14 mars. Seulement quelques heures avant de prendre mon vol prévu pour le 14 mars, la Fondation du Japon m'avait contacté pour reporter mon séjour de recherche d'une semaine. J'ai suggéré que compte tenu des conditions exceptionnelles, il serait préférable de reporter le début du séjour d'un mois. Ma demande, malgré le fait que le départ était désormais prévu après le terme de l'année fiscale, le 31 mars au Japon, a été acceptée. Du 14 mars 2011 jusqu'au début du mois d'avril 2011, j'ai dû faire face aux remarques de dizaines de personnes, membres de la famille, proches, amis et connaissances, tout en observant incrédules les images de la catastrophe et l'aggravation progressive de cet accident nucléaire, jusqu'à atteindre un niveau de gravité similaire à la catastrophe de Tchernobyl. Durant les premières semaines, je me suis à plusieurs reprises réveillée la nuit, en me questionnant : est-ce un cauchemar ? Vais-je partir ? Cette période était sur le moment d'autant plus difficile à penser que l'affolement des Français contrastait avec l'apparente sérénité des Japonais. Malgré ces conditions incertaines, je suis arrivée au Japon à l'aéroport d'Osaka le vendredi 15 avril 2011, dans la matinée. Arrivée à la gare de Kyoto, j'avais immédiatement rejoint l'une des maisons internationales de l'université de Kyoto, située à Obaku au sud de la ville. Il était midi. La concierge prenait sa pause déjeuner, et elle accepta de procéder aux formalités d'entrée. « Vous êtes courageux », me dit-elle. « Non, répondis-je, certainement pas. » Puis, je me suis rendu compte que plusieurs étudiants et chercheurs étrangers avaient brutalement déserté les lieux quelques semaines plus tôt, soit de leurs proches chefs, soit contraints par les autorités de leur pays d'origine. Suite à ces formalités, j'ai rejoint l'université de Kyoto et le campus de Yoshida, au nord-est de la ville, pour retrouver Tsuki Kosuke. Après quelques formalités administratives, je suis allé au service des étudiants étrangers, où j'ai passé un examen de japonais permettant de me placer dans la classe correspondant à mon niveau, classe de japonais intensif qui commençait le lundi suivant. De retour à la maison internationale, épuisé, j'ai récupéré des draps et une couverture laissée par la concierge. Le lendemain matin, j'ai dû subir ces remontrances. Le veilleur de nuit, qui était d'un âge avancé, était resté toute la nuit pour me remettre les draps et une couverture. Je m'étais trompé de porte, et j'avais pris des draps qui, bien que soigneusement pliés et visiblement propres, devaient être transférés à la laverie. Comme pour la plupart des étudiants étrangers, les premières semaines ont été marquées par divers malentendus et incompréhensions, qui se sont estompés au terme du premier trimestre. Suite à un premier semestre où je me suis concentré sur l'apprentissage de la langue, mes recherches sur le hikikomori ont commencé. Hikikomori désigne à la fois un phénomène de retrait social, et les personnes qui restent enfermées dans leur chambre pour une durée de plusieurs mois voire plusieurs années, sans relation sociale. Le retrait social des enfants et des adolescents est plutôt désigné par le terme futoko traduisible par absentéisme scolaire. Ces deux termes font donc référence à un phénomène de retrait social, et à des individus qui se retirent de l'école, futoko, ou de la société hikikomori, généralement en restant au domicile familial. J'ai eu connaissance de ces problèmes de société et de santé mentale des jeunes lors de mon premier voyage au Japon, à l'été 2009. Ce séjour était marqué par une succession d'heureux hasards qui m'ont notamment amené à rencontrer Takahashi Tatsuji, Nakano Masahiro, Fukuda Daisuke, Oshina Masaki, Shingu Kazushige, Suzuki Kunifumi et Furuhashi Tadaaki. Aussi,
Un rendez-vous était prévu avec Tsuki Kosuke, auteur de travaux remarqués portant sur la psychanalyse au Japon, paru dans la revue Psychanalyse, Tsuki 2006. Ce sont eux qui m'ont parlé les premiers des problèmes liés au hikikomori, au futoko, mais aussi à l'augmentation des troubles du développement, Atatsu Shoge, et de l'autisme, Jiaisho. De retour en France, j'écrivais un projet sur ces thèmes, projet accepté par la Fondation du Japon quelques mois plus tard. Mon sujet d'étude vient de l'autre, ou plus exactement de petits autres que j'ai croisés sur mon chemin, et qui se sont fait les relais des préoccupations de centaines de milliers de familles japonaises, mais aussi de ce qui constitue les grands chantiers des politiques nippones dans le champ de la jeunesse en difficulté. J'ai souhaité répondre aux préoccupations individuelles et aux inquiétudes exprimées sur le plan national, en développant une approche à la charnière de la psychopathologie clinique et de l'anthropologie de la santé mentale, tout en maintenant une inscription dans le discours psychanalytique. Contrairement à mon projet initial, je n'ai pas pu développer une approche comparative. Il était en effet prématuré de se risquer à la comparaison du retrait social au Japon et en France, et j'ai privilégié une enquête exploratoire sur le retrait social des jeunes adultes, hikikomori, et des élèves en situation d'absentéisme scolaire au Japon. J'ai soutenu une thèse de doctorat en psychopathologie, qui peut être considérée comme une première version de cet ouvrage, le 8 février 2014. Le hikikomori et l'absentéisme scolaire nippon n'avaient jamais fait l'objet d'une thèse de doctorat en langue française. Signalons toutefois la thèse de Jean-Claude Jugon intitulée Phobie sociale au Japon. Timidité et angoisse de l'autre, Jugon 1998, dans la mesure où elle peut paraître proche de mon thème, le retrait social. Pourtant, je propose une approche très différente de cet auteur, qui s'est surtout centré sur la notion de phobie, en ayant recours à différents éléments de la littérature en psychopathologie, psychiatrie et mythologie. En outre, il s'est surtout concentré sur la description de la thérapie de Morita, et a pris comme objet d'étude l'anthropophobie, ancienne traduction de Taijin Kyofusho. Comme nous le verrons, le Taijin Kyofusho est une notion psychiatrique restreinte, alors que le hikikomori est une notion contemporaine beaucoup plus large. Il est à la fois un phénomène de société étudié par les sciences sociales, et une détresse confiée aux psychiatres, car certains de ces jeunes présentent des pathologies psychiatriques diverses. Contrairement au terme Taijin Kyofusho, hikikomori est un mot de la vie quotidienne que l'on trouve par exemple, de façon récurrente dans les journaux. Au Japon, le phénomène hikikomori concernerait 696,000 personnes, Kosei Rodosho 2010b. Les situations de retrait social ont augmenté progressivement dans les années 1990, jusqu'à devenir un problème de société, Shakai Mondai, au début des années 2000 pour s'internationaliser à la fin des années 2000. L'ouvrage d'un psychiatre, Saito 1998, a joué un rôle important dans le déclenchement de la diffusion médiatique de ce phénomène, ensuite relayé dans les médias par d'innombrables documentaires télévisés et articles de journaux. À l'étranger, les journalistes ont progressivement produit des articles, reportages, au cours des années 2000 jusqu'à maintenant, et ont contribué à façonner l'image du hikikomori. Par exemple, un reportage de la BBC s'est interrogé en 2002 sur le mystère du million manquant, million désignant les hikikomori. Les productions Film for the Humanities and Science, FHS 1999-2003, ont aussi contribué par 2 documentaires à la diffusion de ce phénomène. Un reportage de la télévision hollandaise BNN diffusé en 2004 s'est intéressé à ce phénomène et a fait découvrir l'association Newstar au grand public. Ensuite, l'on relève la parution de l'ouvrage de vulgarisation d'un journaliste américain qui tente de décrire, via le hikikomori, comment le Japon a créé sa génération perdue, Zielensiger 2007. L'année 2008 voit la production du moyen-métrage Shaking Tokyo réalisé par Bong Joon-ho, et diffusé avec 2 autres moyens-métrages, Interior Design de Michel Gondry et Merde de Léo Scarax sous le titre Tokyo. La même année, le premier docu-fiction sur le hikikomori est produit. Il est intitulé Tobira no Muko Thrush 2008, titre signifiant Derrière la porte en français. Un programme de la BBC World est diffusé le 5 juillet 2013 et réalisé par Claudia Hammond, est consacré au hikikomori au Japon.
Il s'agit du 6e épisode d'une série intitulée « La vérité sur la santé mentale ». Les romans liés à ce phénomène ont été écrits dans plusieurs langues. En français, nous trouvons un roman intitulé « Je suis un hikikomori » Aubry 2010 et Hikikomori, Marcotte 2014. En anglais, il existe The Haunted Hikikomori Pierce 2013 et Hikikomori and the Rental Sister, Backhouse de 013A, traduit en français sous le titre Hikikomori, Backhouse de 013B. D'autres romans intitulés Hikikomori sont disponibles en catalan Faora 2008, en polonais, Przewodnik 2011, et en allemand Kuhn 2014. Sur le plan artistique, une performance a eu lieu dans la West Space Gallery à Melbourne en Australie, du 22 mars au 29 mars 2012, sous le titre Stay Home Sakoku. Dans cette performance, Eugenia Lim s'est enfermée pendant une semaine dans une pièce de 25 mètres carrés, filmée en permanence, ne communiquant avec personne, ne disposant que d'eau. Elle était nourrie, via un clapet, par les visiteurs. Un portail internet avait été créé spécialement pour l'occasion. Des pièces de théâtre ont aussi été données en représentation au Mexique et en Espagne. En France, une pièce de théâtre de Satake Yoji, inspirée de ce phénomène et intitulée Le Grenier, a été jouée à Paris en 2009. Puis, 2 articles écrits par le journaliste Marc Gozlan sont parus dans le journal Le Monde du 10 juin 2012 et dans le magazine Cerveau et Psycho, en février 2013. Un documentaire intitulé « À l'écoute du silence » a été réalisé par David Bautru et Dorothée Laurent au sein de l'association New Star, dans laquelle ils ont résidé pendant plusieurs semaines en janvier-février 2013. En août 2014, Maya Fansten et ses collaborateurs publient Hikikomori, ces adolescents en retrait. Cet ouvrage inaugure les études France-Japon dans le champ des travaux sur la jeunesse, à l'intersection des questions de santé mentale et de société. Cette publication est consécutive à un colloque intitulé Jeunes en retrait ou Hikikomori, Expérience croisée France-Japon, qui s'est tenu le 20 et le 21 mars 2013 dans les salons de l'INALCO, Institut national des langues et des civilisations orientales. Le 31 janvier 2014, j'ai co-organisé avec Marie-Jean Sauret, Christian Galland et Pascal Macari-Garipuy un colloque intitulé Hikikomori, le retrait social des jeunes au Japon, à l'université de Toulouse-Le Mirail. Enfin, en 2016, une pièce de théâtre intitulée Hikikomori, le refuge, s'est donnée en représentation, et la première émission télévisée entièrement consacrée au phénomène a été diffusée le 14 juin sur France 2, émission du programme Toute une histoire, intitulée Hikikomori. Qui sont ces jeunes qui refusent de sortir de chez eux? Dans cet ouvrage, j'enquête sur une population cachée qui est par définition difficile à rencontrer et dont les voix authentiques ont rarement été entendues. Les méthodes philologiques, cliniques et ethnographiques ont été privilégiées. La méthode philologique est ici cruciale car l'étude des textes et entretiens, dans la langue originale, japonaise, assure que la traduction respecte le point de vue de l'auteur, du sujet, et n'induise pas le lecteur en erreur. La méthode clinique, largement utilisée en médecine et psychologie, trouve son origine dans le fait d'être au chevet du patient, observant et décrivant ses symptômes. Ma formation en psychologie clinique et ma pratique psychanalytique m'ont conduit à interpréter les entretiens dans une perspective et avec une sensibilité clinique, tout en utilisant des méthodes ethnographiques. J'ai utilisé les méthodes ethnographiques, telles que l'observation participante et les entretiens de recherche menés sur le terrain, fil d'interview, souvent utilisés en anthropologie culturelle, lorsque j'ai recueilli les témoignages de soignants, de personnes hikikomori et de leurs parents. Dans le premier chapitre, je décris comment les psychologues cliniciens, via un système de conseil scolaire, sont devenus les interlocuteurs privilégiés des élèves en situation d'absentéisme scolaire et de leurs parents. Je présente des éléments d'histoire de la psychologie nippone, I1, en mettant en valeur comment la psychologie clinique a émergé à la toute fin du XXe siècle. J'introduis un psychologue charismatique et méconnu en France, Kawai Ayao, I2. Universitaire, homme de pouvoir, il a contribué à l'essor de la psychologie clinique et à la mise en place d'un vaste système de conseillers scolaires chargés de traiter l'absentéisme scolaire. Aucun de ses ouvrages n'a été traduit en français, et j'étudie ici plus particulièrement Yungu Shinraigaku Tubukyo, psychologie jungienne et bouddhisme.
Je fournis quelques coordonnées du système éducatif japonais, I3, et questionne la place du conseil scolaire entre psychologues cliniciens et enseignants. Je me focalise sur les enfants en retrait de l'école, I4, en évoquant les entreprises de soutien scolaire privées, Juku et Free School qui peuvent les accueillir, et souligne une transition importante. Le passage d'une médicalisation stigmatisante du refus scolaire, Toko Kyoai, vers une inquiétude bienveillante à l'égard de l'absentéisme scolaire, Futoko. Dans le second chapitre, je relate 4 entretiens qui m'amènent à considérer d'un regard nouveau les données du chapitre précédent. Je me focalise sur un espace limité, le département de H, et afin de cerner l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la prise en charge de l'absentéisme scolaire, j'interroge successivement Madame Me, une conseillère scolaire, de 1, Monsieur X, le coordinateur du centre de guidance X, de 2, le docteur Monsieur, un pédopsychiatre du centre de guidance J, de 3, et Madame Mo, enseignante dans une des universités de H, de 4. Ces entretiens sont particulièrement riches d'enseignements. Ils contribuent à décrire comment s'est constituée l'aide aux enfants en difficulté sur le plan local, dans la ville de H en particulier. En outre, ils permettent de mieux saisir l'émergence contemporaine des professions de psychologues cliniciens et de pédopsychiatres. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces professions émergent seulement depuis le début du XXIe siècle. Simultanément, l'on observe l'augmentation spectaculaire des troubles du développement Atatsu Shoge, de l'autisme Jiaisho, et de l'absentéisme scolaire. Enfin, un autre résultat tout aussi inattendu est découvert. Les stéréotypes d'élèves japonais écrasés sous le poids des concours d'entrée, collège, lycée, université, ou bien épuisés par une pression scolaire inhumaine sont tenaces. Pourtant, ils doivent être nuancés et parfois réfutés. Comme nous le verrons, si les collégiens sont effectivement l'objet d'une attention soutenue, les lycéens en difficulté sont l'objet d'une attention beaucoup moins importante. Dans le 3e chapitre, je donne un aperçu du retrait social aux époques prémodernes, modernes et contemporaines, 3-1. J'analyse de façon approfondie l'ouvrage d'un psychiatre, 3-2, qui a inauguré les études sur le hikikomori. L'ouvrage est intitulé Shakaiteki Hikikomori, Owarane Shishinki. Hikikomori, l'adolescence sans fin, Saito 1998. Puis, je pose la question de savoir si le hikikomori peut être considéré comme un syndrome lié à la culture japonaise, 3-3. Répondre à cette question nécessite une confrontation avec le Taijin Kyofusho, défini comme un syndrome japonais de peur interpersonnelle, dans le DSM-5 marque déposée, APA 2013. Je montre que les psychiatres, depuis les travaux de Saito Tamaki, mènent systématiquement leurs recherches en ayant recours à un procédé de typification, et qu'ils ne rencontrent qu'une sous-catégorie des retirants sociaux et de leurs familles. Je fournis des données épidémiologiques au Japon, et relate les enquêtes psychologiques sur ce phénomène, au Japon et à l'étranger, 3-4. Dans le 4e chapitre, je décris les premières approches sociologiques et anthropologiques IV1, en retraçant les enquêtes d'Ogino Tatsushi, Ogino 2004, et Kaneko Sachiko, Kaneko 2006. J'aborde les travaux de Tuukka Toivonen et Aaron Miller, 2008-2010, 4-2, pour me consacrer ensuite aux dispositifs d'assistance au sein desquels j'ai effectivement enquêté, IV3, des associations à but non lucratif, impulsées dès le début des années 2000 et qui ont un statut légal de NPO. Je prends pour exemple une association liée à des communautés locales et des écoles bouddhiques. Aussi, je décris brièvement mon terrain dans une association ordinaire de H, puis je témoigne de ma rencontre avec Monsieur S, ancien responsable de l'Association nationale des parents de Hikikomori, KH Jizenkoku Hikikomori Oyanokai. Je décris un autre type de NPO, lié au mouvement anticapitaliste. New Star, l'association Monsieur et leur initiative d'une université populaire du Hikikomori nippo-coréenne. Je conclus par une discussion de ces travaux, et j'esquisse les perspectives impliquées par ces dispositifs pour les jeunes hikikomori et Nito. Dans le 5e chapitre, après avoir relaté certains cas de hikikomori apparus dans les médias, V1, je raconte mes rencontres avec les personnes concernées par le retrait social. D'abord, M. Ueyama Kazuki, V2, la seconde personne à avoir publiquement témoigné de son expérience de hikikomori dans le cadre d'un livre, Ueyama 2001.
Je présente mon commentaire d'un extrait de son livre, un entretien vidéo filmé, notre correspondance et nos rencontres. Puis, j'évoque différentes générations de hikikomori, V3, en examinant les entretiens de M. Maruyama Yasuhiko et de Mme Hayashi Kyoko, un témoignage écrit recueilli dans une association de la ville de H, M. J, et un entretien de recherche avec M. A, rencontré dans le département de G. Je conclus par des réflexions sur la subjectivité et le lien social dans le Japon contemporain, V4. Dans la mesure où les récits de vie des adultes hikikomori comportent souvent un épisode d'absentéisme scolaire, à propos duquel interviennent des psychologues, je vais aborder ces thématiques dans les 2 premiers chapitres pour ensuite me consacrer à l'étude du phénomène hikikomori. Chapitre 1 : Psychologie clinique et absentéisme scolaire. En France, le personnel chargé d'une mission d'ordre psychologique au sein des établissements scolaires peut être psychologue scolaire, école primaire, ou conseiller d'orientation psychologue, collège, lycée, université. Ces professions sont accessibles sur concours et sont exercées par des fonctionnaires de l'éducation nationale. Tajan 2014. Au Japon, un seul titre rassemble toutes ces fonctions, Sukuru Konsera, terme hérité de l'anglais School Counselor que je traduis par conseiller scolaire. Le conseiller scolaire japonais se situe quelque part entre ce que nous connaissons en France sous les termes de psychologue scolaire et de conseiller d'orientation psychologue, COP. Si nos psychologues scolaires sont des enseignants du primaire ayant passé un concours interne, le recrutement des conseillers scolaires japonais est externe. C'est le comité local d'éducation, Kyoiku Inkai, de chaque département qui recrute ses conseillers scolaires et les affecte à l'un de leurs établissements. En outre, les conseillers scolaires japonais sont souvent des psychologues cliniciens certifiés qui exercent dans le primaire comme dans le secondaire, dans le cadre de contrats renouvelables en fonction du budget annuel de l'établissement. Leur mission est d'assurer l'aide psychologique, le conseil, l'orientation et la guidance des élèves. 1. Psychologie scientifique et psychologie clinique. 1.1. Naissance de la psychologie scientifique, 1867 à 1927. Lorsque j'avais lu le numéro spécial de la revue Japanese Psychological Research sur l'histoire de la psychologie au Japon, Sato et al. 2005, j'étais surpris de ne trouver aucune mention de la psychologie clinique. C'est qu'au Japon, psychologie clinique et psychologie dite scientifique sont très nettement séparées. Revenons sur la diffusion de la psychologie scientifique avant la Seconde Guerre mondiale, à la lumière de l'histoire qui en est faite dans un numéro spécial qui participe largement de l'invention d'une tradition de la psychologie japonaise. On y construit le mythe des fondateurs de la psychologie scientifique, au moment même où l'essor de la psychologie clinique tendrait à les faire oublier. Après une longue période de fermeture, l'entrée du Japon dans la modernité est marquée par l'ère Meiji et une large diffusion des savoirs occidentaux. Entre 1867 et 1888, la psychologie qui intéresse les Japonais est d'abord une philosophie de l'éducation, Sato 2005/53, et une philosophie mentale, comme l'indique le titre de L'. Un des premiers ouvrages étrangers traduits, Mental Philosophy Including Intellect, Sensibilities and Will de Joseph Haven, 1816 à 1874, paru en 1857. Plus précisément, cet ouvrage a été traduit au cours de l'année 1875 par un des plus grands intellectuels de l'époque, Nishi Amane. Celui-ci est l'un des premiers à être envoyé à l'étranger par le shogunat d'Edo, et il a notamment été formé entre 1862 et 1865 par le professeur S. Vissering, 1818 à 1888, à l'université de l'Éden, aux Pays-Bas. Lorsqu'il traduit l'ouvrage de Joseph Haven, il choisit de simplifier le titre en conservant uniquement 2 mots, philosophie mentale, traduit par Shinri Shuei que l'on lit Shinrai-gaku. Shinrai-gaku étant la traduction actuelle de psychologie, un éclaircissement est ici nécessaire. Dans ses Yakuichi Shinron, nouveau 101 propos de 1874, Nishi Amane avait employé Serigaku pour désigner la psychologie Massé 2013/186. Plus précisément dans les Yakuichi Shinron, celui-ci distingue Shinri Shinri, de Butsuri Wuli physique. Aussi, il inclut dans la catégorie de Shinri,
regroupant les sciences intellectuelles comme la logique, la politique, l'anthropologie, etc. La psychologie, nommée Serigaku Xingli Shui. Lorsqu'il traduit le titre de l'ouvrage de Joseph Even par Shinraigaku Xingli Shui, il entend bien une catégorie plus large que la psychologie, c'est-à-dire la philosophie mentale, au sein de laquelle la psychologie Serigaku Xingli Shui est incluse. Cependant le terme Serigaku a été rapidement abandonné, et l'on ne connaît pas les raisons exactes qui ont motivé le passage de la traduction Serigaku à Shinraigaku, qui correspond à l'acception actuelle de psychologie, Shinli Shui Shinraigaku. En 1875, le ministère de l'Éducation envoie plusieurs personnes aux États-Unis, afin de s'inspirer du système américain pour construire le système d'éducation japonais. Le premier cours de psychologie a été donné en 1873 à l'Université de Tokyo, et l'on sait qu'en 1877, il était assuré par le philosophe et sociologue Toyama Masakazu. Motora Yujiro peut être considéré comme le fondateur de la psychologie au Japon. Dans son parcours, on retient un voyage d'études de 5 ans aux États-Unis. Après son arrivée en 1883 à Boston, il obtient un doctorat intitulé « L'échange ». Considéré comme le principe de la vie sociale. Motora 1888, sous la direction de Stanley Hall, à Johns Hopkins, où il a poursuivi sa formation de 1885 à 1888. À son retour au Japon, il a d'abord enseigné à l'université Aoyama Gakuin, puis à l'université impériale de Tokyo entre 1888 et 1890, date à laquelle la première chaire de psychologie lui est attribuée, Sato 2005 sur 53-55. Ses intérêts portaient sur la psychophysique, les théories philosophiques de l'esprit, la psychologie clinique et la psychologie de l'éducation. Le texte de sa conférence du 5e Congrès international de psychologie à Rome, en 1905, sera publié la même année en langue anglaise. La conférence était intitulée « L'idée du moi dans la philosophie orientale » et le texte « En essai en orientale philosophie ». Celui-ci a été commenté favorablement en français dans la revue de philosophie par Théodule Ribot, 1905 sur 642-645, et défavorablement dans la revue néo-scolastique par Théophile Gaulier, 1906 sur 346-348. La conférence de Motora Yujiro à Rome traitait de son expérience d'une semaine dans un temple zen. Il disait qu'à travers les pratiques du zen, l'on pouvait atteindre un état pur du moi, où aucune idée ou représentation sensorielle n'advient. Selon Sato Tatsuya, Motora pratiqua la méditation zen dans un temple bouddhiste en 1894. Il voyait la pratique du zen comme similaire à des types d'expériences psychologiques, dans lesquelles les conditions dépendent de stimuli contrôlés. Il pratiquait la méditation avec un koan. Le koan est une question paradoxale utilisée dans le cadre de la méditation zen. De cette pratique, Motora fit l'expérience du soi sans représentation, qui est le soi de la pensée orientale. Sato 2005 sur 56. Après avoir été élu en 1902 comme premier président de l'Association des études sur l'enfant, il mène des recherches avec les écoliers ayant des difficultés d'apprentissage, et se concentre sur les aspects cliniques et éducationnels de la psychologie, maintien de la concentration, de l'attention et apprentissage de l'écriture. Pour lui, les enfants en échec scolaire n'étaient pas en situation de retard mental, mais manquaient d'une méthode de concentration, une méthode pour focaliser leur attention, Sato 2005 sur 56. Il est le premier japonais à produire une recherche en psychologie clinique de l'enfant, publiée en 1911 en Allemagne, un an avant sa mort. Son élève le plus remarquable est Matsumoto Matataro. Après avoir suivi ses cours entre 1890 et 1896, il rejoint lui aussi les États-Unis pour étudier la psychologie expérimentale avec G.W. Scripture, à Yale. Il y devint professeur assistant, mais fut muté en Allemagne en 1897 par le gouvernement japonais. Il étudia à l'université de Leipzig avec Wundt, sans pour autant soutenir une thèse de doctorat, et visita certains laboratoires européens. Il retourna ensuite au Japon, et occupa la chaire de psychologie à l'École normale supérieure en 1900. Ensemble,
Motora Yujiro et Matsumoto Matataro ouvrent le premier laboratoire de psychologie expérimentale, en 1903, à l'Université impériale de Tokyo. Un grand bâtiment en bois, cédé par le département de pathologie médicale, est réaménagé en 12 pièces qui permettent de conduire des expérimentations. En 1904 commence le premier cursus en psychologie qui produit les 7 premiers diplômés, dès l'année suivante. Matsumoto Matataro part ensuite fonder le département de psychologie de l'Université de Kyoto, qu'il dirigea de 1906 à 1913, date à laquelle il quitte Kyoto pour succéder à Motora Yujiro, en tant que titulaire de la chaire de psychologie à l'Université de Tokyo. En 1927, l'Association psychologique japonaise, JPA, est créée avec Matsumoto Matataro comme premier président élu. Si les débuts de la psychologie peuvent être incarnés par Motora Yujiro et Matsumoto Matataro, un autre personnage retient mon attention, Fukurai Tomokichi. D'abord élève de Motora Yujiro et diplômé en 1898, il est rapidement intéressé par William James, dont il est le traducteur. Praticien de l'hypnose, il publie en 1906 Psychologie de l'hypnotisme, et en 1908 il est nommé professeur en psychologie anormale, Entai Shinraigaku Biantai Shin-Ishue, à l'Université de Tokyo. Entai Shinraigaku n'est pas la traduction de psychopathologie, Seishin Byorigaku, et le décrire comme premier japonais à occuper un poste de professeur en psychopathologie ne serait pas suffisamment précis. La meilleure traduction pour Entai Shinraigaku est psychologie anormale, car la discipline nommée à cette époque Entai Shinraigaku s'est développée à partir de l'Abnormal Psychology qui était le titre de la revue américaine de Morton Prince, 1854 à 1929. L'Abnormal Psychology japonaise inclut l'étude des pathologies et des phénomènes spirites, car Entai est plus large qu'anormal, Hiro Yichang. On le repère d'autant mieux chez Fukurai Tomokichi, parce qu'il évolue vers la parapsychologie et fait des expériences avec 2 femmes, dès 1910. L'une d'entre elles avait, selon lui, la capacité de projeter les contenus de sa pensée sur un papier ou un film photographique, sans utiliser d'appareil photographique. Ce phénomène est nommé par lui nengraphie. Le problème est que les chercheurs, universitaires, professeurs et intellectuels de l'époque, assistent à ces démonstrations et suspectent un tour. Leur intérêt décline progressivement, et Motora Yujiro est contraint de lui demander d'arrêter ses recherches en parapsychologie. Pourtant, après la mort de Motora Yujiro en 1912, il persiste en publiant Clairvoyance et écriture par la pensée, Fukurai 1913, traduit en anglais en 1931. Ouvrage critiqué en raison de l'absence de procédures permettant la vérification scientifique, Fukurai Tomokichi est marginalisé dans la communauté intellectuelle de l'époque, et forcé de quitter son poste. Après son départ, personne ne prend la chaire de Entai Shinraigaku, et Matsumoto Matataro incite les psychologues à revenir vers l'étude des phénomènes normaux, afin de regagner la crédibilité perdue. La discipline nommée Entai Shinraigaku est retirée des programmes, et la psychopathologie, tout comme la psychologie clinique, sont étouffées dans l'œuf, jusqu'au début des années 1950. Ici se mêle à la fois la petite histoire, celle de Fukurai Tomokichi qui développe une parapsychologie au lieu d'une psychopathologie clinique, à la grande histoire, industrialisation, militarisme et nationalisme. 1.2. Essor des psychologies à l'université, 1947 à 2000. La période consécutive à la Seconde Guerre mondiale est marquée par un contexte de pénurie et le renouveau du modèle américain. Les intellectuels japonais partent se former aux États-Unis grâce à des bourses Fulbright, et en psychologie, l'approche jungienne, Jung et Isamatsu 1968, ainsi que la thérapie centrée sur le client, la non-directivité de Carl Rogers, gagnent une popularité relative. À l'Institute for Educational Leaders, IFEL, A.T. Gerzild introduit les textes de Carl Rogers, mais les théories de celui-ci étaient déjà connues dès 1947 par Tomoda Fujio, qui les avait apprises via un ancien étudiant de Carl Rogers, R.J. Fox. R.J. Fox était alors chef du service de conseil aux étudiants de l'Université des Lettres et des Sciences de Tokyo. En 1950,
Il obtint un poste à l'université chrétienne d'Ibaraki et tint avec Tomoda Fujio le premier atelier sur la thérapie non directive. Ce fut ensuite le lieu de formation des psychologues japonais à la thérapie rogérienne. Carl Rogers, dont les œuvres choisies sont parues en 7 volumes en 1955, Kitanaka 2003 sur 241, fut invité au Japon en 1961, Sato 2007 sur 139. La période de reconstruction est suivie d'un baby-boom, d'une massification de l'enseignement, et de la création de nouveaux établissements scolaires et universitaires, Fumino 2005 sur 146. Dans ce contexte, la psychologie connaît une première phase d'expansion. La psychologie de l'enfant, de l'adolescent et de l'éducation est rendue obligatoire dans la formation des professeurs des écoles. Le nombre de personnes pouvant assurer cet enseignement étant faible, des non-psychologues ont été amenés à enseigner une psychologie incluse dans les facultés de pédagogie, Fumino 2005 sur 148. Après une première période où la psychologie de l'éducation était majoritaire, les années 1990 et 2000 témoignent d'un recul de cette dernière au profit d'une émergence de la psychologie clinique. Celle-ci au Japon a toujours été liée et demeure, d'une manière ou d'une autre, liée à la pédagogie, éducation. Cependant, elle a récemment aménagé une place nouvelle, en maintenant sa filiation éducative, tout en s'adaptant aux sujets de société contemporains et à leur insertion partielle dans les thématiques de la santé mentale, ou du soin du cœur. Cela explique, en partie, son extraordinaire diffusion depuis la fin des années 1990. Il y a donc continuité et discontinuité. Comme l'écrit Sato Tatsuya, bien que la pratique de la psychologie clinique ait une longue histoire, la psychologie clinique est une ère académique nouvelle. Sato 2007 sur 133. Un certain nombre de clarifications sont nécessaires, en commençant par les associations de psychologie, la place actuelle de la psychologie clinique à l'université et le dispositif de certification des psychologues cliniciens. 1.3. Inventer la psychologie clinique japonaise. Insistons sur un fait. L'essor de la psychologie clinique au Japon est indissociable de la formulation d'une psychologie japonaise, dans les deux sens du terme. Une mentalité japonaise, ou plus exactement, un cœur japonais, le cœur des Japonais, Nihonjin no Kokoro, et une discipline psychologique qui soit authentiquement japonaise. La psychologie clinique n'a pu se développer au Japon que sous le sceau de l'Association de psychologie clinique japonaise, AJCP. La tentative d'une association japonaise de psychologie clinique, Nihon Rinsho Shinrigakai, avait déjà été tentée en 1964, mais a échoué 5 ans plus tard, en 1969, lors de débats insolubles concernant l'établissement d'un système national de certification des psychologues, Kitanaka 2003 sur 241. L'association de psychologie qui a, progressivement depuis les années 1980 obtenu un succès considérable, est l'Association de psychologie clinique japonaise, Nihon Shinri Rinsho Gakai. Le tableau 1 récapitule certaines informations sur les 3 principales associations de psychologie. Tableau 1. 3 associations de psychologie au Japon, JPA, JAEP, AJCP. Avant de se concentrer sur la psychologie clinique, mentionnons à titre d'exemple la façon dont l'Association psychologique japonaise définit et pense un système de certification qu'elle a mis en place en 1990, Grabowski 2012 sur 223. Son but est d'augmenter le niveau d'expertise et le sentiment d'identité des spécialistes de la psychologie. Les individus qualifiés doivent 1. Posséder une licence ou un diplôme de niveau supérieur, 2. Avoir vécu au Japon pour 2 ou plusieurs années depuis qu'ils ont 16 ans, et 3. Avoir obtenu les crédits universitaires désignés par le comité de certification de la JPA. Les autres associations ont élaboré des critères de sélection similaires à ceux-là. Concentrons-nous désormais sur la psychologie, et surtout la psychologie clinique, à l'université. Si l'on prend l'exemple des universités de Kyoto, Tokyo et Osaka, l'on se rend compte que la psychologie clinique est systématiquement liée à l'éducation, pédagogie. Par exemple, à l'université de Kyoto, la psychologie clinique est officiellement présente au sein de la faculté de pédagogie, qui est composée de 3 divisions, dont une de psychologie de l'éducation.
La psychologie clinique est aux côtés de la psychothérapie et de la psychologie de l'éducation, au sein de la division de psychologie de l'éducation. La psychologie dite scientifique étant à la faculté de lettres. À l'Université de Tokyo, la psychologie clinique est aussi présente au sein de la faculté de pédagogie, mais elle a une division à part entière parmi 10 autres, dont la psychologie de l'éducation. À l'Université d'Osaka, il faut chercher au sein de la Graduate School of Human Sciences composée de 9 majeurs, parmi lesquels psychologie et études cliniques en éducation. Dans la majeure de psychologie, on trouve psychologie fondamentale, sociale appliquée, cognitive appliquée, environnementale et gérontologie. C'est dans la majeure études cliniques en éducation que l'on trouve la psychologie clinique, aux côtés de la psychologie de l'éducation, l'anthropologie de l'éducation, etc. Contrairement à la France ou à la plupart des États européens, sud-américains ou nord-américains, nous n'observons pas au Japon de configuration où une psychologie clinique autonome existe au sein de départements de psychologie eux-mêmes indépendants d'autres disciplines. Cet aperçu des associations de psychologie et de la place de la psychologie clinique à l'université ayant été donné, il est temps d'aborder plus en détail le dispositif de certification des psychologues cliniciens. 1.4. Psychologue clinicien et conseiller scolaire. Contrairement aux universités françaises qui délivrent un diplôme de Master 2 professionnel équivalent au titre de psychologue, l'université japonaise ne délivre qu'un diplôme de Master, et pas de titre de psychologue. La délivrance d'une certification de psychologue clinicien est la mission d'une fondation privée. La fondation du Comité japonais de certification des psychologues cliniciens, FJCBCP. Après l'obtention d'un master, le jeune diplômé constitue un dossier auprès de cette fondation et s'il est accepté, devient psychologue clinicien certifié, Rincho Shinrishi. La certification est valable pour une durée de 5 ans. Un système de crédit permet le renouvellement de la certification. Depuis la fin des années 1980 jusqu'à nos jours, l'augmentation de l'influence de cette fondation est spectaculaire. Le nombre de psychologues cliniciens certifiés est de 1,595 en 1988, et il a augmenté continuellement jusqu'en L'. En 2000, 7,912 pour atteindre 13,253 psychologues certifiés en 2005. Entre 2005 et 2012, le nombre de psychologues cliniciens certifiés a quasiment doublé. Ils sont aujourd'hui 26,329. L'essor de cette fondation se fait de façon parallèle à celui de l'Association japonaise de psychologie clinique, AJCP. Il n'est pas anodin de remarquer que la FJCBCP et l'AJCP ont été présidées à plusieurs reprises par Kawai Hayao. Je le présenterai bientôt. De toute évidence, elles partagent un intérêt commun, je le détaillerai lors de l'entretien avec Madame Mo. Et en 2013, le nombre de membres de l'AJCP, 25,545, est proche de celui des psychologues cliniciens certifiés par la FJCBCP, 26,329. Le fait qu'il soit légèrement inférieur indique qu'il est possible d'être certifié par la FJCBCP, sans être membre de l'AJCP. La fondation du Comité japonais de la certification des psychologues cliniciens, FJCBCP, a donc été créée en 1988, date à laquelle le ministère de l'Éducation envoie les premiers psychologues certifiés dans les collèges, afin de répondre aux problèmes croissants de brimades et de refus scolaires. Cependant, le début d'une reconnaissance par le ministère de l'Éducation d'une profession de conseiller scolaire, Sukuru Konsera, n'intervient que plus tard, lors de la réforme de l'éducation de 1995. Sa reconnaissance officielle est entérinée en 2004, lorsqu'il est fait obligation à chaque collège de se doter des services d'un conseiller scolaire, Ingram 2005. Entre-temps, une multitude de certifications ont émergé, et chaque association a développé sa propre certification. C'est ainsi qu'en 1990, la JPA certifie des psychologues. En 1995, l'Association japonaise de conseil et de guidance des élèves, JASC, certifie des conseillers scolaires. Et en 1997, la JAEP certifie des psychologues scolaires. La liste ici dressée est loin d'être exhaustive, car c'est en fait plus d'une quarantaine de certifications dans le champ du conseil et de la psychologie qui ont essaimé, Grabowski et al. 2012 sur 223.
Ces multiples certifications peuvent effectivement susciter de la confusion chez les personnes en recherche d'aide psychologique. En revanche, parmi les psychologues cliniciens que j'ai pu rencontrer, tous témoignent d'une prescription normative. Il est plus ou moins obligatoire d'adhérer à l'Association japonaise de psychologie clinique, AJCP. Ils sont implicitement tenus de le faire. Dans un sens, sur la question de la certification des psychologues cliniciens, l'AJCP se présente donc comme ayant gagné une compétition en termes de popularité et de nombre d'adhérents. Ce combat a été gagné contre les autres psychologues, ceux de la JPA et de la JAEP, et les conseillers scolaires certifiés de la JASC, via l'emploi des psychologues cliniciens au poste de conseiller scolaire. Les psychologues cliniciens sont, jusqu'à aujourd'hui, les mieux placés pour occuper ce poste. Le département de H va, comme nous le verrons au chapitre suivant, jusqu'à exiger des candidats au poste de conseiller scolaire d'être psychologues cliniciens certifiés, s'ils veulent être recrutés dans un des établissements scolaires du département. En 1995, les conseillers scolaires sont présents dans les 154 établissements scolaires, écoles élémentaires, collèges et lycées, qui ont participé au projet du ministère de l'Éducation en acceptant chacun un conseiller scolaire. 134 étaient psychologues cliniciens certifiés et les 20 autres étaient des psychiatres ou professeurs d'université exerçant dans le champ de L'. Éducation Yagi 1998 sur 144. En 2006, les conseillers scolaires sont présents dans 10,158 établissements scolaires, 7,692 collèges, 3 collèges sur 4, 1,697 collèges associés à une école primaire, et 769 lycées, pour un budget annuel total de 4 milliards et 217 millions de yens. Compte tenu des éléments précités, on peut considérer que l'essor de la profession de psychologue clinicien et celui de la psychologie clinique en tant que discipline sont donc intrinsèquement liés à la mise en place du système de conseillers scolaires qui s'est diffusé considérablement entre 1995 et aujourd'hui. Afin de privilégier l'homogénéité de cette étude, je n'évoquerai pas ici le cas des psychologues hospitaliers, qui sont potentiellement chargés d'une mission psychothérapeutique. Cependant, il semble nécessaire de dire un mot sur le thème de la psychothérapie, dans la mesure où l'on se pose la question de savoir si elle constitue une mission des conseillers scolaires. Concernant la psychothérapie en tant que telle, les psychiatres japonais la pratiquent assez peu, Locke 1982, Kitanaka 2012-2014, et elle serait plutôt dévolue aux psychologues, Kitanaka 2003. Cependant, elle reste encore assez peu répandue, comparée à la France où les psychologues la pratiquent beaucoup, et où elle semble constitutive de l'identité des psychiatres, Van Effenter et al. 2012. Au Japon, la pratique de la psychothérapie n'est pas constitutive de l'identité des psychiatres, bien qu'elle fasse partie de leur formation, Fukushima 2012. Sur le plan de la pratique libérale, le conseiller japonais, Konsera, peut être considéré comme l'équivalent du thérapeute français, dans le sens où les titres de conseiller et thérapeute ne font pas l'objet d'une certification nationale restrictive. En d'autres termes, il y a une grande liberté dans les usages des termes de conseiller au Japon et thérapeute en France. Dans le cadre de leur activité libérale, les conseillers japonais, en plus du maniement des techniques en face-à-face et groupales, peuvent aussi pratiquer le conseil par Internet, par téléphone ou dans les cafés et restaurants pour un coût de séance qui s'échelonne de 10,000 à 20,000 yens, Grabowski et al. 2012. Présentons désormais un personnage charismatique, Kawai Ayao, et sa théorie. Kawai Ayao a joué un rôle de premier plan dans l'histoire de la psychologie clinique japonaise, et ses idées ont connu une large diffusion. 2. La psychologie japonaise selon Kawai Ayao. Kawai Ayao était professeur de l'université de Kyoto et psychologue clinicien. Sa pratique psychothérapeutique était référée à plusieurs écoles du bouddhisme japonais et à la psychologie jungienne. Il a joué un rôle important dans le développement de la psychologie clinique depuis les années 1960 jusqu'au milieu des années 2000. J'étudie ici un seul ouvrage intitulé Yongu Shinringaku Tubukyo, que je traduis en français par Psychologie jungienne et bouddhisme. 2.1. Parcours de formation.
Dans la première partie de cet ouvrage, Kawai Ayao se questionne, Jung? Bouddhisme? Junguka Bukyoka. Le questionnement sur sa propre identité fait partie de ses recherches et revient dans ses écrits. Kawai Ayao offre un certain nombre de détails sur sa vie personnelle, et se montre d'emblée explicite. C'est ainsi qu'il peut se positionner dans les termes suivants. Comme je suis un oriental, Watashi wa Toyojin Dezugea, et plus loin il écrit l'état, statut de ma conscience, Watashi no Ishiki no Arikata, et ma relation à l'inconscient diffère des Européens. La reconnaissance d'une conscience occidentale Seiyo no Ishiki, Kawai 1995/39-40, représente pour lui un choc culturel, Karucha Shoku. S'il explique avoir initialement rejeté le bouddhisme depuis la mort de son petit frère, lorsque celui-ci avait 4 ans, son séjour en Amérique lui a permis de renouer avec son intérêt pour le bouddhisme. Il évoque à plusieurs reprises la période de la Seconde Guerre mondiale, et sa différence à l'égard de ses pairs, aveuglément embrigadés dans l'armée impériale. Lui ne voulait tuer personne. Il avait peur de la mort et était convaincu que le Japon allait perdre. Après plusieurs attaques de l'armée américaine, un soldat de l'armée japonaise est venu expliquer aux collégiens dont il faisait partie, qu'au regard de leur longue histoire, si les envahisseurs pouvaient obtenir quelques victoires dans un premier temps, ils périraient à la fin. L'armée américaine essayant aujourd'hui d'envahir le Japon, elle devait dans cette logique perdre la guerre. Le jeune Kawai Ayao, qui était d'accord avec la première partie de l'argument, a soudain réalisé que c'était le Japon qui avait envahi le premier, et conclut que son pays allait donc perdre. Terrassé par cette idée, il essayait de la chasser de son esprit jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable et qu'il se confie à son grand frère. Ce dernier lui interdit d'en parler à quiconque, pas même à ses parents. Après la défaite, il a pris conscience de l'irrationalité de ce qu'on lui avait enseigné, et il fut prêt à accepter totalement le rationalisme occidental. Si certains se sont tournés vers le matérialisme et sont devenus communistes, il s'est orienté vers la psychologie clinique, méconnue à l'époque, et a commencé à donner des conférences à l'université de Kyoto, puis est parti étudier aux États-Unis, UCLA, en 1959. Formé au test du Rorschach avec le docteur Bruno Klopfer, il rencontre la psychologie jungienne, et après 1 an et demi d'études, part suivre les cours de l'Institut C.G. Jung à Zurich. L'analyse des rêves lui permet de retrouver le contact avec sa propre culture, via une immersion dans la littérature japonaise, les contes, mythes et légendes, qu'il avait rejetés jusqu'à présent, Kawai 1995/37. Au cours de sa formation à l'étranger, il a donc suivi 2 analyses jungiennes. La première avec un homme, le Dr Spiegelman de Los Angeles, et la seconde avec une femme, Madame Lilian Frey de Zurich. Comme il a été élevé dans une culture où l'homme était supérieur à une femme subordonnée, il se sentait mal à l'aise de recevoir l'analyse d'une femme, Joseini Benzeki Woukeru. Je sentais une résistance à reconnaître une femme supérieure à moi, un homme. Écrit-il. C'est alors que Madame Lilian Frey lui apparut en rêve sous les traits de la déesse du soleil Amaterasu. La séance venue, il a changé d'attitude à son égard comme avec les autres femmes en général. Voici un fragment qu'il rapporte. Vous étiez la déesse du soleil, n'est-ce pas? Je ne suis ni une déesse, ni le soleil. Je suis un être humain. Cette déesse du soleil existe à l'intérieur de vous. Kawai Ayao dit avoir eu des difficultés à accepter cela, tant il avait un sentiment négatif à l'égard de la mythologie japonaise. Pourtant, sa thèse de certification à l'Institut C.G. Jung de Zurich porte sur le mythe d'Amaterasu. Notons également que dans le texte japonais, il s'adresse à son analyste en la désignant par le terme sensei, maître, professeur, lorsqu'il lui parle. Cependant, Madame Lilian Frey ne parlait pas japonais, et ils ont vraisemblablement conversé en langue anglaise. Comment s'est-il adressé à elle, dans la réalité? Professeur? Miss? Docteur? Dans tous les cas, la façon dont il le relate laisse apparaître qu'il la considère comme un maître, et qu'il est difficile pour lui qu'une femme occupe une telle position, sauf à la diviniser, c'est-à-dire à la nier en tant que femme, concrète, non idéale. Le récit de Kawai Ayao permet de mettre en valeur un point de résistance dans son cheminement analytique, qui peut être tourné en une question plus générale.
est-il possible d'envisager une relation thérapeutique au Japon, en dehors d'un rapport maître-élève, supérieur-inférieur, homme-femme? Cette question est de première importance dans ces trois types de relations interpersonnelles. Maître-élève, car le savoir est engagé d'une façon particulière dans la cure analytique, ce que Jacques Lacan a désigné par la notion de sujet supposé savoir. Supérieur-inférieur, car la relation hiérarchique contraint à penser une relation thérapeutique en termes de Kunselin et ou de méthode directive. Certaines relations hiérarchiques permettent des effets thérapeutiques, soit en restreignant, limitant, contenant l'élaboration psychique, soit en tentant de la supprimer. Homme-femme, car les inégalités de genre sont encore aujourd'hui extrêmement fortes au Japon. Geb 2013. Pour revenir à l'analyse jungienne de Kawai Hayao, mentionnons le fait qu'elle ait duré quelques mois, avec deux analystes différents. Son témoignage est particulièrement riche, mais il est impossible de ne pas souligner que son parcours analytique ait été interrompu à ses débuts, notamment sur les questions concernant l'argent, le savoir et le féminin. Ce n'est pas sans conséquence sur sa clinique, et sa théorisation future comme nous le verrons par la suite. Ici je me concentrerai sur l'argent, évoqué dans le cadre de l'analyse d'un rêve. L'analyse des rêves était d'abord considérée par lui comme irrationnelle. Après avoir vaincu cette résistance, il témoigne d'un rêve où il voit sur des pièces hongroises l'image d'un sage du taoïsme. L'interprétation du rêve est la suivante. La Hongrie est un pont entre l'Orient et l'Occident. Cette interprétation est confortée par son analyste de Los Angeles, le Dr Spiegelman. Cet exemple, comme celui du rêve de l'analyste en Amaterasu, pourrait étonner les analystes non jungiens, c'est-à-dire l'immense majorité des psychanalystes. En effet, quelle que soit l'orientation théorique, j'ai eu des difficultés à considérer ces deux exemples comme d'authentiques analyses de rêves. Il s'agit plutôt d'un commentaire sur des rêves effectués au début d'une cure arrêtée prématurément. Aussi, un autre événement ayant trait à l'argent m'intéresse. Il affirme que le moi occidental est indépendant. Il aurait une fonction coupante séparant tout, alors que le moi japonais détient sa force de contenir sans couper. Cette opposition s'appuie sur son expérience analytique, et sur un échange avec son analyste concernant la réduction du paiement de la séance. Ne sous-estimons pas ce fragment. Kawai Hayao est reconnu comme un des plus grands représentants des discours sur l'identité japonaise, les Nihon Jinron, et notamment de l'argumentation selon laquelle le moi des Occidentaux et le moi des Japonais sont différents. Or, nous apprenons ici que cette théorie s'appuie sur son expérience personnelle et plus précisément se réfère à un événement vécu dans son analyse avec le Dr Spiegelman. À l'époque, il avait peu d'argent et voulait en réserver une part pour son propre divertissement. Embarrassé, il finit par s'en confier à son analyste qui accepte après réflexion de réduire le coût de la séance en disant à son patient « I don't mind at all. Why do you mind ?» Mais cela n'a fait qu'accentuer la préoccupation du patient. J'eus le sentiment que quelque chose d'important avait été perdu. Confie-t-il. Il décide alors de réfléchir à la proposition de son analyste et de lui répondre la semaine suivante, dans des termes qui attirent mon attention. Il accepte la réduction du tarif de la séance, mais il n'accepte pas une idée de son analyste. L'idée que le fait que ce ne soit pas un problème pour l'analyste, I don't mind, devrait forcément impliquer que l'analysant ne doive pas se faire de soucis ou ne pas s'en préoccuper, you don't mind. Dans ce sens, Kawai Hayao a raison. Mais c'est la suite qui pose problème. La bonté, la générosité et l'acte juste de son analyste le marquent encore aujourd'hui. Et c'est l'occasion pour lui, immédiatement après cette évocation, de séparer la logique américaine de l'attitude japonaise qui supposerait qu'une partie ne fasse aucune proposition, sans considérer les implications pour l'autre. Kawai 1995/41. J'ai isolé deux événements survenus dans la cure de Kawai Hayao. Après les avoir examinés attentivement, je les ai convertis en moments logiques d'un cheminement analytique. Je souhaite désormais fournir l'interprétation selon laquelle ils ont joué un rôle capital dans la vie de Kawai Hayao. Mais pas seulement. Car celui-ci a été amené à occuper les plus hautes fonctions de l'État, en tant que chef des affaires culturelles, et il a aussi été nommé aux plus hautes fonctions au sein de la hiérarchie universitaire,
en étant professeur de l'université de Kyoto. Mon interprétation est donc lourde de conséquences, car elle suscite la question suivante. Considérant les positions de pouvoir occupées par Kawai Hayao, se pourrait-il que ces deux moments logiques de son parcours analytique aient eu un rôle décisif sur le développement de la psychologie clinique japonaise? Et par conséquent, tout le champ du conseil scolaire nippon? Est-ce possible sans invoquer des facteurs sociaux et culturels? Ou encore, sans mettre en valeur la présence d'autres acteurs dans l'émergence de la psychologie clinique nippone? 2.2. Ces patients et la constellation de la mère négative. À son retour de Suisse en 1965, Kawai Hayao veut commencer à pratiquer la psychothérapie, mais comme il l'écrit, payer pour parler était à cette époque impensable. La psychologie clinique était toujours vue comme non scientifique, et il dut attendre 10 ans pour présenter son travail sur les contes, et 15 ans celui sur les mythes. Son premier patient était un garçon de 13 ans en situation d'absentéisme scolaire. Cet adolescent lui livre un rêve. Je marchais dans un champ avec un trèfle aussi grand que moi. Ensuite, il y avait un grand tourbillon de chair, j'étais pris à l'intérieur, c'était terrifiant et je me réveillais. Pour Kawai Hayao, ce tourbillon qui dévore et se régénère symbolise l'archétype de la mère. Sans donner davantage de précision, il affirme que l'on retrouve ces spirales sur les figurines de la déesse de la terre-mère du Japon ancien. Et dans son raisonnement, le rêve indique l'impuissance de ce garçon face à la force d'absorption de la mère, Kawai 1995/46. Mais le plus étonnant se situe dans le paragraphe qui suit, immédiatement. Kawai Hayao évoque son retour au Japon après son séjour d'études à l'étranger. Comme de coutume, la famille élargie et les amis avaient organisé une petite fête, et l'on avait apporté une dorade de premier choix. Mais un incident intervint. Sa mère se coinça une arête dans la gorge, et lorsqu'elle quitta la fête pour aller à l'hôpital, il lui referma la porte du taxi sur le bras. Tout en niant une hostilité inconsciente à l'égard de sa propre mère, il associe cet élément de son histoire personnelle avec le rêve de son jeune patient, afin d'avancer l'idée suivante. Lorsque j'ai entendu le rêve de ce garçon, j'ai intuitivement reconnu qu'il y avait une constellation de la mère négative partout sur le Japon. Tous les Japonais, moi inclus, sont sous l'influence de cette mère. Je pense qu'une de ces manifestations est la diffusion du phénomène d'absentéisme scolaire. D'un point de vue psychanalytique, c'est une conclusion très étonnante. Car on peut faire l'hypothèse qu'il nie sa propre agressivité à l'égard de sa mère. Il lui en veut de s'être coincé une arête dans la gorge, et donc de devoir s'absenter de la fête, de gâcher la fête. Or, au moment logique de cette négation se produit la projection d'une négativité attribuée à l'ensemble des mères japonaises. N'aurait-il pas été plus simple, de reconnaître ses propres sentiments de haine à l'égard de sa mère plutôt que de les attribuer à toutes les mères du Japon? Qui plus est, à partir d'une seule expérience clinique, son premier patient. En réalité, l'analyse du rêve de ce garçon, comme celle de l'événement impliquant le thérapeute et sa propre mère, sont à peine entamées. Évidemment, leur association commentée sert l'argumentation de l'auteur qui s'engage ensuite sur le thème de l'absentéisme scolaire. Notons qu'il repère un phénomène d'absentéisme scolaire dès la fin des années 1960 et l'associe à la constellation de la mère négative. Selon lui, la force de l'archétype de la mère est illustrée par exemple par le fait que le client entretient un lien de dépendance avec le thérapeute et projette l'image archétypique de la mère sur le thérapeute. Mais ce n'est pas tout. Kawai Hayao sait ce que veulent savoir ses patients. Au tout début de la première partie, il prend l'exemple de la question d'un patient « Pourquoi ma mère est morte quand j'avais 3 ans ?» Kawai Hayao affirme que la réponse des sciences naturelles, exemple, elle avait la tuberculose mais il n'y avait pas de traitement à l'époque, si elle est rationnelle, ne satisfait pas le patient. Ce que cette personne veut savoir c'est pourquoi ma mère est morte quand j'avais 3 ans me laissant seule. Sa position est donc claire. Il sait ce que veut savoir son patient, alors que rien ne prouve que ce dernier n'est pas animé d'une autre question que celle imputée par son thérapeute. Ceci est un indice décisif qui permet de placer sa pratique en dehors du champ de la psychanalyse, si tant est que l'on doive encore en fournir la preuve. Il se situe dans le champ de la psychothérapie et de la psychologie jungienne. En outre, s'il sait ce que veut savoir son patient, comment ne pas en déduire qu'il sait ce que veut l'autre?
Dans tous les cas, l'on peut affirmer qu'il sait ce que certains... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.